Bonjour, bonjour, bonsoir les gardiens. Bonsoir à On vous tous. laisse arriver tranquille. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre nom dans le chat. Pourquoi pas cliquer sur la petite phrase qui dit cliquez sur StreamYard. Vous inquiétez pas, c'est juste pour qu'on puisse voir vos noms dans vos commentaires sur Facebook. Sinon, on a Facebook User, donc on ne sait pas vraiment qui est-ce qui chatte avec nous et qui est-ce qui pose des questions. Donc voilà, c'est comme vous voulez sur YouTube normalement. Ça tout seul. Donc voilà. Merci d'être là pour du coup cette soirée avec Anne-Claire. On est vraiment heureuse de pouvoir vous la présenter. La santé et nos animaux, avant toute chose, cette émission-là, on l'a créée en collaboration avec Mélanie. Et c'est vraiment dans le but de vous faire connaître un maximum de praticiens, de pratiques, afin que vous puissiez aider vos animaux. Mais voilà, que des fois vous vous dites peut-être, ben tiens, il y a eu telle interview, c'est vrai que ça pourrait peut-être aider mon animal, je vais aller contacter un praticien de santé de ce type, par exemple, etc., pour pouvoir aider justement les animaux et puis leur apporter voilà, tout plein de clés dont ils auraient besoin. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mélanie. Oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si le son, l'image, si tout est OK, s'il vous plaît. Et puis, oui, notre but, c'est de pouvoir aussi ouvrir ces différentes professions pour que chacun puisse prendre conscience des différentes possibilités, d'adapter en fonction des besoins et de permettre aux animaux d'être accompagnés aussi différemment au niveau d'être accompagnés par un vétérinaire, mais également pouvoir être accompagnés par d'autres pratiques si cela est nécessaire. Voilà. Alors, on va accueillir Anne-Claire avec nous. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Pauline, bonsoir Mélanie, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc nous aussi, on est vraiment très heureuse que tu aies accepté de passer cette soirée avec nous, avec les gardiens voilà, du groupe des Animaux et nous, et même de la chaîne aussi YouTube. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Bonsoir Léa. Bonsoir Julia. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous dans le chat. On est là, on va voir vos questions aussi. C'est une interview, mais qu'on va aussi faire avec vous, parce que vous aussi, vous pouvez poser vos questions. On les fera apparaître à l'écran, donc Anne-Claire. Donc Anne-Claire, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de toi, de ton parcours voilà, pour que les gardiens sachent un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as traversé, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Voilà. D'accord. Donc déjà en préambule, je voudrais dire pour les personnes qui ne me connaissent pas que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice en direct. Donc je suis un petit peu intimidée. Donc merci de votre indulgence et de votre compréhension si je bafouille un petit peu de temps en temps. Je suis vétérinaire de formation et donc j'ai exercé comme vétérinaire pour animaux de compagnie pendant 30 ans. En fait, pour moi, comme beaucoup d'enfants, en fait, c'était un rêve d'enfant. Je rêvais de soigner les animaux, de soulager leur souffrance. Et en fait, il faut bien se dire, je suis
pas si vieille que ça, mais quand même, qu'au milieu des années 70, en fait, quand on avait ce genre de rêve de soigner les animaux, il y avait pas trop d'autres possibilités pour réaliser ce rêve-là. Et je voudrais justement dire à quel point je me réjouis qu'à l'heure actuelle, il y ait toutes ces tous ces nouveaux métiers dans les soins aux animaux, tels que éducateurs comportementalistes, ostéopathes, communicateurs animaliers, parce que ça a vraiment euh, permis à des personnes de réaliser ce rêve d'être auprès d'animaux et de les aider vers un mieux-être sans passer par le circuit vétérinaire. Ce que je voulais aussi dire, c'est que en fait, le métier de vétérinaire, c'est pas toujours facile et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux et qui auraient ce rêve d'être vétérinaire ou qui regrettent de ne pas avoir pu être vétérinaire, mais j'insiste sur le fait que quand on est hypersensible, c'est pas toujours un métier facile parce qu'on est quotidiennement confronté à des animaux malades, voire très malades, régulièrement confronté à la mort. Et du coup, je trouve qu'à l'heure actuelle, le fait qu'il y ait cette diversification des métiers dans les soins aux animaux, c'est juste très, très chouette. Donc, moi, à mon époque, j'ai fait des études vétérinaires et je suis devenue vétérinaire. Et donc, j'ai fait toute ma carrière dans le soin aux animaux de compagnie. Et en fait, donc quand on est vétérinaire, donc on est à la fois médecin et chirurgien des animaux. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours été plus intéressée par la médecine. Ce qui fait que, en fait, 12 ans après avoir commencé mon activité de vétérinaire, j'ai souhaité faire une formation approfondie à médecine interne des animaux de compagnie. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école et cette expérience a été pour moi magnifique dans la mesure où ça m'a permis d'enrichir mes connaissances théoriques et d'améliorer ma pratique au quotidien. En revanche, je dois avouer que je suis restée un petit peu frustrée par rapport au traitement de certaines maladies, tout particulièrement des maladies chroniques, en fait, vis-à-vis desquelles on se trouve souvent dépourvu en médecine conventionnelle. Et à ce propos, je voudrais faire un petit aparté en fait sur le fait qu'en fait la médecine vétérinaire est un petit peu à l'heure actuelle comme l'est la médecine humaine, c'est-à-dire que en fait ces dernières décennies, il y a vraiment eu d'immenses progrès dans pas mal de secteurs, en particulier au niveau des moyens de diagnostic dont on dispose aujourd'hui. Donc, on a des appareils pour faire des analyses de sang, des appareils de radiographie, des échographes. On peut faire des endoscopies, passer des scanners, des IRM. Donc, vraiment, au niveau des moyens diagnostiques, il y a eu des gros progrès de fait. Il y a également eu une amélioration marquée dans la prise en charge des cas d'urgence parce qu'on a on a beaucoup aussi progressé au niveau des connaissances et des pratiques en réanimation des animaux lorsqu'ils sont en urgence vitale. Il y a aussi eu beaucoup de progrès au niveau de la chirurgie, que ce soit la chirurgie orthopédique aussi bien que la chirurgie des tissus et des organes, dans la mesure où il y a eu une amélioration et un approfondissement des techniques opératoires et de la qualité et de la sécurité en matière d'anesthésie. Il y a aussi eu beaucoup de progrès au niveau de la prise en charge de la douleur. Ça, c'est quelque chose, durant mes dernières années d'exercice conventionnel, je me suis
beaucoup intéressé à la prise en charge de la douleur et il y a eu des progrès spectaculaires, que ce soit la prise en charge de la douleur lors des interventions, la prise en charge de la douleur quand les animaux souffrent d'arthrose, quand ils ont des douleurs au niveau des organes comme les intestins ou la vessie, dans le cadre des douleurs d'origine cancéreuse. Donc ça, il y a plein de domaines en médecine vétérinaire comme en médecine humaine où ces dernières années, il y a eu d'énormes progrès et, qui sont juste magnifiques pour moi. En revanche, en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, on est un petit peu coincé, enfin limité sur le traitement de certaines maladies, en particulier les maladies chroniques, parce qu'on n'a pas de traitement vraiment curatif et régulièrement on se trouve confronté aux effets indésirables et délétères des médicaments chimiques. Donc ça m'a donné envie d'explorer d'autres pistes. Et donc, avant de parler des pistes que j'ai explorées, donc pour en revenir donc à la médecine vétérinaire conventionnelle, je voulais insister sur le fait que même si j'ai arrêté d'exercer de manière conventionnelle, pour moi, je reste vraiment partisane de ce qu'on appelle la médecine intégrative, pour les animaux également, c'est-à-dire que la médecine conventionnelle a toute sa place et toute son importance dans la santé, en santé animale. Et le concept de médecine intégrative, c'est justement associer la médecine conventionnelle avec toutes les approches naturelles complémentaires qui existent à l'heure actuelle, de façon à faire bénéficier à l'animal d'un maximum de ressources thérapeutiques pour son plus grand bien. Et je trouve dommage de priver un animal de l'ensemble de ses possibilités thérapeutiques, soit parce qu'on est dans le tout chimique, soit parce qu'on ne veut pas entendre parler du tout chimique. Enfin, pour moi, c'est toujours plutôt la voie du milieu et vraiment piocher dans tous ces outils qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition pour la santé et le bien-être des animaux. Et dans cette notion de médecine intégrative, ce qui me tient également à cœur, c'est qu'il me paraît important aujourd'hui d'associer science et spiritualité, dans la mesure où de plus en plus de gardiens d'animaux, je pense, ont besoin, ont envie qu'il y ait aussi une approche spirituelle en complément de l'approche scientifique que propose la médecine conventionnelle vétérinaire à l'heure actuelle. Alors, pour pas faire fuir et impressionner certaines personnes, je vais juste dire brièvement ce que j'entends moi par spiritualité. C'est pas du tout perché. Pour moi, la spiritualité, c'est juste essayer de tisser du lien avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, et tout ça avec bienveillance, simplicité et humilité. Et voilà, donc je ne pars pas dans des grands discours spirituels, mais et puis d'être de donner de l'amour et puis de tendre autant qu'on peut, même si on n'arrivera jamais au niveau de nos amis animaux, tendre vers l'amour inconditionnel. Voilà. Donc du coup, après avoir fait cette formation en médecine interne classique, j'ai cherché donc des pistes pour aider les animaux que je soignais à travers des approches complémentaires. Et donc en premier lieu, je me suis intéressée à l'homéopathie. Et en fait, l'homéopathie, pour moi, ça a été vraiment une grosse remise en question de tout ce que j'avais appris au cours de mes études et de mes formations après ma sortie de l'école. Et parce qu'en fait, donc c'est ça qui m'a
fait prendre conscience à quel point c'est important de considérer l'animal d'un point de vue global et de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas chez lui. Et par ailleurs, l'homéopathie, ça m'a aussi, pour moi, ça a été mon premier contact avec la médecine dite énergétique, puisque en fait, en étudiant l'homéopathie, j'ai découvert donc que les animaux ne se limitent pas à leur corps physique, que ce sont des êtres d'énergie, des êtres vibratoires, et que du coup, il y a toute cette approche énergétique dont il faut se tenir compte, et ça a complètement chamboulé la vision que j'avais de la maladie, de l'animal malade et des traitements à mettre en œuvre. Ensuite, après l'homéopathie, je me suis réintéressée aux fleurs de Bach, parce qu'en fait, les fleurs de Bach, je les avais découvertes quand j'étais jeune vétérinaire par l'intermédiaire d'une amie qui me les avait fait connaître. Et puis, je pense qu'à l'époque, quand j'étais jeune véto, j'étais encore un peu trop dans le matérialisme. Et donc, j'avais dû lire un bouquin, puis je n'étais pas allée plus loin. Et en fait, l'homéopathie m'a remis sur le chemin des fleurs de Bach, dans la mesure où, que ce soit l'homéopathie ou la thérapie par les fleurs de Bach et les autres élixirs floraux, ça fait partie des thérapies dites informationnelles, c'est-à-dire que les petits granules d'homéopathie et les petites gouttes d'élixirs floraux, en fait, ça apporte une information à l'animal auquel on les administre. Et cette information, en fait, énergétique, permet d'aider l'organisme de l'animal malade à revenir sur une vibration de bonne santé, en fait. Donc, ce retour aux fleurs de Bach, en fait, du coup, donc j'ai lu plusieurs livres, et puis j'ai commencé à utiliser les fleurs de Bach dans ma pratique de vétérinaire conventionnelle. Et en fait, j'ai été vraiment bluffée par l'efficacité et parfois la rapidité d'action dans le cadre de la prise en charge des troubles émotionnels chez les animaux. Et ce qui fait qu'il y a 3 ans, j'étais tellement passionnée par ça que j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, et donc j'ai démarré une formation en fleurs de Bach pour devenir conseillère agréée dans ce domaine-là. Voilà, donc les fleurs de Bach, c'est vraiment ma grande passion, dans la mesure où avec ma nouvelle activité, je les utilise à la fois chez les animaux et chez les humains. Et pour finir sur mes domaines d'exploration de traitements complémentaires, mon deuxième dada, c'est la gémothérapie. Alors, je souhaite dire quelques mots là-dessus, dans la mesure où je pense que c'est encore pas trop connu par pas mal de gens. Donc, la gémothérapie, ça consiste, c'est une thérapeutique complémentaire naturelle qui consiste à administrer donc des macérats concentrés de bourgeons d'arbres, parce que donc certains bourgeons d'arbres donc ont des propriétés thérapeutiques et permettent donc d'aider de manière complémentaire à soigner beaucoup de pathologies. Et en plus donc de cette utilisation sur un plan curatif quand l'animal est malade, leur intérêt, c'est aussi qu'on peut les utiliser préventivement, dans la mesure où un certain nombre de bourgeons ont une action au niveau du système immunitaire. Et donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et d'autant plus intéressant que une chose qui est très importante pour moi, qui a toujours été importante, c'est vraiment primum non nocere, c'est-à-dire ne pas nuire et ne pas imposer des choses stressantes ou contraignantes à l'animal, dans la mesure du possible, bien évidemment.
Et pour ça, la gémothérapie, donner des petites gouttes de macérat de bourgeons d'arbre, c'est vraiment très très simple et pas du tout contraignant pour l'animal. Et ça fait 7 ans que j'utilise cette approche complémentaire et c'est juste très très intéressant, quoi. Et en fait, donc en parallèle, donc avec ces recherches de pistes de solutions, d'approches complémentaires pour soulager les animaux malades, en fait, au fil des années, j'ai pris conscience que un des problèmes qu'on rencontre en médecine vétérinaire conventionnelle, c'est qu'en fait, on manque de temps à consacrer à l'humain qui vient nous amener son animal malade. Parce que l'exercice vétérinaire conventionnel, il faut, ça prend du temps, il faut examiner l'animal, il faut souvent pratiquer des examens complémentaires. Après, il faut établir un diagnostic à partir de ce qu'a donné l'examen clinique et justement les examens qu'on a fait. Il faut expliquer au gardien de l'animal de quoi souffre son animal, souvent donner un pronostic, proposer un traitement, expliquer le traitement, et tout ça, c'est chronophage. Et en fait, bien souvent, on a du mal à consacrer assez de temps au gardien de l'animal, qui souvent est inquiet pour son animal malade et qui n'a pas forcément le temps qui d'une part ne comprend pas forcément du premier coup ce qu'on lui explique, ce qui se passe pour son animal, a des questions qu'il n'ose pas poser ou qu'il n'a pas forcément le temps de poser. Et donc, petit à petit, j'ai vraiment pris conscience à quel point le gardien de l'animal est important dans la bonne santé de son compagnon animal, et à quel point c'est important d'en prendre soin également si on veut que l'animal aille bien. Ce qui fait que au fil de ces dernières années, je me sentais de moins en moins alignée avec ce que je faisais, et plus le temps passait, plus j'avais envie de faire autrement. Et en fait, au cours des 10 dernières années, la vie m'a fait le cadeau de pouvoir faire de belles rencontres. Et donc, parmi ces belles rencontres, il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance de Florence Emling-Lombardini, que vous avez interviewée dernièrement au mois de décembre. Donc, j'invite celles et ceux qui n'auraient pas vu son interview à aller l'écouter, parce que c'est vraiment, pour moi, une personne extraordinaire, et les mots me manquent, voilà. Donc, j'ai fait la connaissance de Florence Emling, et du coup, je suis allée régulièrement suivre des stages auprès d'elle, et entre autres, donc, j'ai suivi des stages d'initiation à la communication animale, et puis des stages d'initiation aux soins énergétiques intuitifs. Et ces stages, outre l'intérêt sur le plan de ma pratique de soins par rapport aux animaux, m'ont énormément apporté aussi sur le plan personnel, et je pense que ça m'a bien aidé à mûrir mon projet, et avoir vraiment cette prise de décision d'arrêter mon activité, de vendre ma clientèle, ma clinique, parce que bon, c'est quand on a fait ce métier en ayant par vocation à partir d'un rêve d'enfant, c'est pas évident de raccrocher sa blouse, ranger le stéto, et puis repartir vers on ne sait pas trop quoi, en fait. Mais donc, bon, voilà, j'ai cessé ma pratique conventionnelle, et donc ça va faire 1 an que j'ai créé donc ma société qui s'appelle Anna, pour accompagnement naturel holistique de l'animal et de l'humain, et donc désormais, donc je me consacre uniquement
au conseil en soins naturels pour les animaux, essentiellement donc à travers les fleurs de bac et également la gémothérapie. Et une autre partie importante de mon activité, c'est justement l'accompagnement du gardien auprès de son animal malade, en particulier dans le cadre des maladies chroniques et de la fin de vie de l'animal. Parce que c'est toujours, je m'aperçois que les gens sont souvent assez désemparés et justement, ils ont besoin d'une écoute dans ce cadre-là quand leur animal est malade ou en fin de vie. Et la dernière partie, j'accompagne également les gardiens quand ils ont perdu leur animal et je les aide à traverser les différentes phases du deuil de leur compagnon, à la fois à travers une écoute bienveillante et aussi avec mes amis, les fleurs de bac. Voilà pour mon parcours. Ton parcours est très riche et inspirant, Claire. C'est vraiment un bonheur de t'entendre et de voir tout ce chemin que tu as parcouru pour aller à la rencontre de ce qui te fait vibrer et de ce qui te porte réellement. Très inspirant, merci. Oui, merci, ouais. Merci vraiment. Donc en fait, tu es beaucoup plus donc maintenant dans l'accompagnement, enfin, tu l'étais aussi avant, mais donc dans l'accompagnement, mais est-ce que tu utilises quand même pour toi personnellement, ta casquette vétérinaire, tout ce que tu as appris pour justement soutenir en fait ce que tu peux apporter et tout ça? Je pense que tu as tes connaissances en tant que vétérinaire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te soutiens quand même par rapport à ça? Oui. Effectivement, parce que comme je le disais tout à l'heure, vraiment j'insiste sur cette notion de médecine intégrative et on a encore besoin parfois d'examens complémentaires et on a parfois besoin d'antibiotiques, on a parfois besoin de dérivés de morphine quand l'animal est dans certaines douleurs intenses. Donc vraiment pour moi, même si je n'exerce plus en tant que vétérinaire classique, j'ai 30 ans de pratique et d'expérience derrière moi. Et ce qui fait que dans mon activité, je ne vais pas hésiter à dire à un gardien que ce serait bien, si ce n'est déjà fait, qu'il voit son vétérinaire, qu'il amène son animal voir son vétérinaire pour faire une analyse de sang ou une échographie, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et est-ce que tu travailles en collaboration avec des vétérinaires ou des anciens collègues vétérinaires qui ont vu ton parcours et qui comprennent en fait ton choix, ou ça reste un petit peu compliqué dans la sphère vétérinaire justement, de tes connaissances? C'est un petit peu compliqué parfois, mais bon, quand j'étais vétérinaire en exercice, en fait, j'envoyais régulièrement les gardiens avec leurs animaux faire des examens poussés dans des centres spécialisés qui existent à l'heure actuelle, notamment dans le domaine de l'imagerie. Donc ça, j'ai communiqué avec mes consoeurs et confrères dans ce genre de centre. Et encore une fois, donc si ça me paraît nécessaire, je n'hésite pas à conseiller aux gardiens d'aller faire des examens médicaux pour leurs animaux en complément de ce que je peux proposer en soins naturels et énergétiques, en fait. Mais quand
en demandant quelque chose de spécifique au gardien, est-ce que de l'autre côté, il a un vétérinaire réceptif au fait qu'il ait vu quelqu'un qui était dans la pratique et qui demande ce genre d'analyse? En fait, c'est variable selon les vétérinaires. En fait, des fois, j'ai des gardiens qui viennent et qui, en fait, ne disent pas à leur vétérinaire traitant qui sont venus me voir, quoi. Moi, je suis favorable à la transparence et en fait, à travailler main dans la main, que ce soit avec des vétérinaires ou des ostéopathes ou je travaille avec des communicateurs animaliers. Enfin, voilà, c'est Mais tu as des vétérinaires dans ta région avec qui il y a une collaboration ou c'est compliqué? certains, enfin, parce que bon, quand j'ai commencé mon activité, donc je suis allée me présenter, et puis donc j'ai envoyé des courriers, et il y a quand même des bons retours, quoi. Donc, Donc ça s'ouvre, c'est vraiment bien. oui. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Et comme tu dis, cette transparence, parce que c'est pas mauvais, c'est pas. Enfin, c'est ça en fait qui serait bien qu'ils s'ouvrent et qu'ils disent ben oui, j'ai fait faire un soin énergétique. Il y a eu ça comme retour. Est-ce que vous pouvez juste vérifier avec une radio si à cet endroit il n'y a pas quelque chose? Voilà en fait. Ah, Et c'est vrai que même moi en tant que communicante, et ben quand Pixel elle s'était cassé la patte, qu'elle avait eu son accident, j'avais ressenti la douleur où elle était. Mais voilà, je l'ai amenée tout de suite chez un vétérinaire d'urgence, et j'ai insisté pour dire: «Vous pouvez faire une radio à tel endroit», sans dire que je m'étais connectée, j'avais ressenti que mon animal avait une douleur à tel endroit. Mais voilà. Mais c'est ça, en fait, qui est pas évident, je pense, pour les gardiens, c'est d'assumer auprès du professionnel, en fait, près du vétérinaire, de dire: «Voilà, j'ai fait appel à temps et voilà, elle a dit qu'elle avait ressenti ça, est-ce que vous pouvez vérifier?» Alors que parfois, ça pourrait, ben, aider, soutenir, quoi. Donc je pense que, ouais, il faut libérer ça. oui, mais enfin, moi, enfin, je suis optimiste sur le fait que, enfin, depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de vétérinaires qui restent en exercice conventionnel, mais qui se forment, enfin, qui sont formés à l'ostéopathie, à l'acupuncture, à la phytothérapie, à la gémothérapie. Enfin, donc les mentalités évoluent, je trouve, dans le bon sens. Bon, après, il y aura toujours d'autres vétos qui sont vraiment très matérialistes, mais je trouve que Bien dans l'ensemble, l'évolution est quand même favorable, quoi. Oui, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Alors Nathalie qui nous merci de reconnaître l'inquiétude humaine naturelle, normale et de remettre de l'importance à la vie dans la complicité humaine, animale et même végétale. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est très, très important. Est-ce que tu pourrais nous parler, tout ce qui est au point de vue, ben, énergétique, vibratoire, par rapport aux animaux, nous expliquer un petit peu plus, ben, la maladie en fait, ce n'est pas qu'uniquement physique, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi un côté vibratoire et énergétique. C'est ça, c'est ça. Et en fait, l'étude de l'homéopathie et des fleurs de Bach m'ont permis justement de prendre conscience justement que l'animal ne se limite pas, ne se résume pas à un simple corps physique, et que comme nous humains, les animaux sont des êtres multidimensionnels, et, euh, et que donc il faut envisager en médecine conventionnelle, en fait, on a tendance à se focaliser sur l'animal, voire sur le système ou l'organe chez l'animal qui dysfonctionne.
Et en fait, on sort complètement, enfin, l'animal d'un aspect plus grand qu'il a, et puis on le sort de son contexte. Et je trouve ça un petit peu dommage que parfois en médecine vétérinaire, on va parler par exemple d'un chat insuffisant rénal ou d'un chien diabétique, comme si l'animal finalement était résumé à sa maladie, quoi. Et donc il perd toute sa dimension. C'est dommage. Et d'autant que c'est important en fait de considérer l'animal. Non seulement il a cette maladie, mais il a sa personnalité, il a son caractère, il vit avec tel gardien, dans tel lieu, dans tel environnement. Enfin, donc c'est pour ça que, au travers de l'approche holistique des soins pour les animaux, je trouve ça intéressant justement de se descotcher, de dézoomer de l'animal et de sa maladie pour le voir dans une perspective plus large. Et c'est vrai que comme nous, donc les animaux donc, sont des êtres vibratoires, et au-delà du corps physique, ils ont d'autres corps énergétiques qui vibrent à des fréquences plus ou moins élevées, et dont il faut tenir compte dans les soins holistiques. Donc en fait, j'ai fait un petit schéma très réducteur. Oui, je vais te la Voilà, donc explique-nous du coup tout ça. voilà. Donc déjà, j'ai mis donc la citation donc de l'ingénieur et inventeur Nikola Tesla, qui a vécu entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, parce que pour moi cette citation elle est toujours d'actualité. Et donc il a écrit, donc si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et je trouve qu'on peut tout à fait transposer cette citation au niveau des maladies, et on pourrait dire, si on veut mieux comprendre les maladies en ce 21e siècle, l'avenir, c'est de penser justement en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Donc, j'ai fait un petit schéma qui est donc très réducteur et forcément inexact. C'est juste pour fixer les esprits sur le fait que donc justement l'animal ne se limite pas à un seul corps physique. Et donc bon, le corps physique, bon, c'est le corps dont la vibration est la plus basse, et c'est le corps qui est le plus dense. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut le voir et le palper. Mais au-delà donc de ce corps physique, on a ce qu'on appelle le corps éthérique, qu'on appelle aussi biochamp, qui est en fait un champ électromagnétique qui se comporte comme un filtre, qui permet donc de laisser passer tout ce qui est bénéfique pour l'animal, et qui le protège de tous les stimuli nocifs en fait. Et donc au-delà de ça, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que la plupart des personnes reconnaissent que les animaux ont eux aussi des émotions. Et pour moi, enfin, quand justement, entre autres, on découvre certaines communications avec les animaux, c'est évident qu'ils ont eux aussi des pensées, et que ce sont eux aussi des êtres spirituels. Et pour moi, enfin, c'est évident qu'on peut
appliquer la citation du religieux Pierre Teilhard de Chardin qui a dit à propos de nous, les humains, que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ben, selon moi, on peut tout aussi bien dire pour les animaux que ce ne sont pas des êtres animaux vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience animale. Voilà. Et du coup, donc, par rapport à cette notion de fréquence, c'est important d'avoir conscience que l'animal vibre en fait sur une certaine fréquence qui lui est propre et qui est une fréquence donc dans laquelle, enfin, quand il est en bonne santé, il est sur une certaine fréquence d'harmonie et dans laquelle il est dans un état de bien-être sur tous les plans. Et à l'intérieur du corps, les différents organes, les différents tissus ont chacun aussi une fréquence vibratoire propre. Et du coup, donc, l'état de bonne santé, ça dépend vraiment d'une circulation harmonieuse de l'énergie dans tous ces différents corps et au niveau du corps physique. Et parce qu'en fait, donc, cette énergie qui circule, elle permet de transporter et de transférer des informations entre les différents organes et entre les différentes cellules de l'animal. Et cette circulation fluide et harmonieuse de l'énergie définit l'état de bonne santé. Et en fait, la maladie apparaît justement quand il y a un arrêt de cette circulation, quand l'énergie s'accumule à certains endroits, quand elle ne circule plus à d'autres endroits. Et donc, c'est à ce moment-là que la maladie se développe. Donc, si on peut passer la deuxième. Merci. Donc, tout à l'heure, donc j'ai évoqué donc le premier champ énergétique autour du corps physique, donc qui s'appelle le corps éthérique ou le biochamp, et donc qui est un champ électromagnétique donc qui agit comme un filtre pour laisser passer donc les stimuli bénéfiques pour l'animal et repousser tout ce qui pourrait lui être nocif et défavorable. Donc sur la première petite image, on a un toutou qui est en pleine santé parce que son biochamp est dans une bonne vibration et du coup donc il ne reçoit que des stimuli bénéfiques qui le nourrissent sur tous les plans. Alors, parfois, il arrive que le biochamp soit un peu plus faible au niveau de sa vibration ou que les stimuli négatifs soient trop puissants. Alors, stimuli négatifs, ça peut être des choses physiques comme des virus, des bactéries, des toxines alimentaires, des conditions météorologiques extrêmes. Et ça peut être aussi des émotions négatives qui vont venir donc titiller, interférer au niveau du biochamp. Et donc dans ces conditions-là, donc il arrive que le biochamp ait du mal à repousser ces stimuli négatifs. Et à ce moment-là, donc l'animal va dans un premier temps ressentir un certain mal-être. Il va être, par exemple, fatigué, va avoir moins d'appétit. Parfois, il va faire une petite poussée de fièvre. Et du coup, en fait, ou alors, bon, si c'est émotionnel, il peut aussi ressentir une émotion comme de la tristesse, de la colère, de la peur. Et en fait, donc, si le biochamp arrive finalement à repousser ces stimuli négatifs, en fait, donc l'animal va récupérer sa vitalité, sa bonne santé, tout va rentrer dans l'ordre.
Et alors que si le biochamp est trop faible et si les stimuli s'intensifient, dans un deuxième temps, en fait, on va avoir une apparition, enfin le corps physique de l'animal va se retrouver impacté et donc on va avoir des symptômes qui vont se développer sur le plan physique. Et donc ça permet en fait de comprendre que les symptômes, la maladie au niveau du corps physique, ce n'est que l'aboutissement de choses qui se sont passées antérieurement sur des plans plus subtils. Et du coup, dans le cadre justement des maladies chroniques, il ne suffit pas de supprimer les symptômes parce que les symptômes ne sont que l'aboutissement d'un dérèglement qui s'est produit sur un autre plan énergétique et qu'en fait, en supprimant les symptômes, on ne traite pas la cause de la maladie initiale et en plus, donc en supprimant les symptômes, en fait, on risque dans certains cas, quand on arrête le traitement qu'on a prescrit pour supprimer ces symptômes, on risque que la maladie réapparaisse ou voire dans certains cas que en fait elle se décale plus en profondeur et qu'elle s'aggrave en fait. Du coup, cette approche globale, holistique, en tenant compte de la dimension énergétique de l'animal, ça permet donc de prendre bien conscience à quel point il est important que l'animal soit dans des bonnes conditions physiologiques et psychologiques pour être en bonne santé. Et pour conclure sur cette approche énergétique, je trouve aussi que c'est encore une fois important de ne pas oublier donc d'associer la médecine conventionnelle qui s'occupe quand même pas mal du corps physique et puis les autres pas mal d'autres approches thérapeutiques qui sont plus axées sur la dimension énergétique de l'animal et que tout ça c'est complémentaire en fait. Donc en fait, là, de ce que tu nous dis, il y a vraiment ce côté où tout l'environnement extérieur, tout ce qui est autour, Absolument. veut jouer en fait sur la santé de l'animal ou même au niveau du comportement ou des choses comme ça. Donc en fait, du coup, toi, quand tu prends quelqu'un en séance, tu poses du coup toutes ces questions-là. C'est un peu comme je vais dire un enquêteur un petit peu pour voir l'environnement, voir un peu comment ça se passe. Et par rapport au gardien, est-ce que des fois tu ressens des choses qui seraient peut-être en lien? Est-ce que ça aussi, oui, ça t'arrive d'avoir des choses en lien avec l'animal? C'est-à-dire, l'animal a une certaine pathologie et le gardien a approximativement la même. Et du coup, est-ce qu'en traitant et l'un et l'autre, est-ce que ça agit sur la santé des deux? C'est une question que je me pose par rapport à tout ça, en fait. Ça, c'est quelque chose déjà que j'ai régulièrement observé, comme je pense la plupart des vétérinaires, si on prête attention, qu'il arrive effectivement d'avoir des animaux qui ont des symptômes ou des pathologies identiques à celles de leur gardien. Et donc, du coup, donc ça m'arrive encore. Et justement, je voulais un petit peu faire une petite parenthèse sur la notion d'animal miroir, dans le sens où, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Et autant je suis consciente justement que parfois la maladie ou le mal-être de l'animal vient refléter celui de son gardien. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que, pour moi, ça n'engage que moi, les animaux, ils viennent aussi s'incarner sur Terre pour expérimenter la matière et puis pour vivre des épreuves qui leur sont propres.
à eux. Et pour moi, les animaux, en fait, subissent comme nous, les humains, peuvent subir des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Et ça leur appartient. Et je pense que parfois, encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, mais parfois, par effet de résonance, un animal qui va vibrer une même blessure que l'être humain, va faire qu'ils vont se rencontrer parce qu'ils ont quelque chose de commun à travailler ensemble, quoi. Encore une fois, moi, je suis persuadée effectivement qu'on ne rencontre jamais les animaux qui viennent faire un petit bout de chemin de vie auprès de nous par hasard. Hein, et vraiment, je pense qu'il y a parfois possiblement cette résonance de blessures identiques qui fait que on rencontre un animal et en fait, tous les deux, on va avancer ensemble pour guérir nos blessures respectives. J'insiste là-dessus parce que je trouve que selon la sensibilité des personnes, il faut quand même faire attention à ne pas les faire culpabiliser, quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais je comprends tout à fait, mais c'est exactement comme, voilà, on est là pour expérimenter. Quand je dis on, j'inclus tout ce qui est on est des énergies, pour moi c'est ça, on est des énergies. Et autant un animal va rencontrer un autre animal qui vont vivre quelque chose ensemble et ça va les faire avancer. Et il va rencontrer un gardien pareil, et nous, on va rencontrer un autre humain qui va faire que il aura aussi des blessures, des choses qui vont résonner. Et c'est toute une toile, en fait, pas que d'humain à humain, mais d'être vivant à être vivant, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, en fait. Ouais, ouais. J'ai des questions. Juste. Alors, comment préserver l'énergie de l'animal et peut-on ainsi éviter certaines maladies? Déjà, je pense que la première chose, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est connaître les besoins de l'animal, donc selon son espèce, selon sa race, selon son âge, donc connaître les besoins et les respecter du mieux possible. Et donc, ça passe par respecter des besoins sur le plan physique, c'est-à-dire comme pour nous, hein, que ton alimentation soit ta première médecine. Enfin, pour moi, une alimentation de qualité, équilibrée, c'est la base. Hein. S'il n'y a pas ça, on peut faire tous les soins qu'on veut. S'il y a des carences alimentaires ou si l'animal est dans une malbouffe, il ne risque pas d'aller bien, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Respecter ses besoins, c'est prendre du temps pour interagir avec son animal, prendre du temps pour l'amener balader, qu'il puisse se dépenser suffisamment selon sa race. Enfin, hein, je pense qu'on est tous d'accord que prendre un berger australien quand on bosse 10 heures par jour, qu'on n'a pas le temps de l'amener se courir, il ne va pas forcément être super bien. Il ne faut pas s'étonner après s'il fait des destructions ou s'il déborde d'énergie qu'il n'arrive pas à canaliser, quoi. Il y a ça, donc respecter l'animal aussi dans son besoin de repos, après à côté de son besoin d'activité. Et puis respecter aussi les besoins psychologiques de l'animal, en lui apportant beaucoup de douceur et d'amour au quotidien, quoi. Je pense que c'est les piliers de la bonne santé. Oui, puis je pense aussi qu'avec l'observation, en observant, on arrive à sonder les besoins de l'animal, à voir par rapport à son comportement aussi. Puis des fois, je pense qu'on oublie un peu de prendre du temps pour juste observer.
Puis ça mène beaucoup de réponses. On apprend énormément à les connaître. Et puis par rapport au fait de préserver l'énergie de l'animal, je pensais aussi, des fois, il y a certains lieux où ils habitent, des lieux de vie, qui peuvent aussi être saturés au niveau énergétique. Le Absolument. lieu, à proprement parler. Puis des fois, ça peut simplement aussi être ça qui amène des pathologies chez l'animal. Oui, 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 c'est ce que je voulais aussi aborder, donc en élargissant donc l'approche de l'animal et donc de son environnement. C'est effectivement très important, ne serait-ce que, enfin, je pense, enfin, à ma connaissance, à l'heure actuelle, on en parle moins concernant les animaux de compagnie, mais par exemple, concernant les animaux d'élevage, les problèmes géobiologiques, en particulier avec les problèmes d'ordre, enfin, qui viennent de l'humain, donc avec les antennes relais, les transformateurs, le Wi-Fi. Enfin, on a des descriptions enfin, des problèmes dans certains élevages, par exemple, où suite à l'installation d'une antenne relais à côté de l'étable, les vaches elles changent de comportement et elles produisent moins de lait, quoi. Donc ça fait aussi partie de tout cet environnement autour de l'animal, quoi. Oui, puis il suffit que l'alimentation ne soit pas au top non plus. Et puis, ça impacte encore plus le fait d'avoir une antenne relais à côté. Ouais. Si les vaches, elles sont dans des bonnes conditions, j'imagine qu'il y a aussi moins d'interférences si elles peuvent vivre pleinement et heureusement et qu'elles sont bien nourries. L'impact extérieur aura aussi moins d'effet sur elles. J'ai une question de Léa. Est-ce que les fleurs de bac s'adressent seulement aux problèmes émotionnels ou aussi aux problèmes physiques, même sans apparemment lien avec les émotions? Alors, en fait, donc, la plupart du temps, c'est vrai que quand on parle des fleurs de bac, on les associe en premier lieu aux troubles émotionnels, hein, puisque donc on sait, enfin, l'intérêt des fleurs de bac, c'est donc de réharmoniser, donc que ce soit des humains ou des animaux, réharmoniser le plan émotionnel. Mais on en parle moins, mais on peut aussi utiliser les fleurs de bac, par exemple en application locale pour des problèmes de peau et ou pour des problèmes de douleur, de boiterie, de choses comme ça. Et en fait, donc, comme on a vu que en fait tout est interrelié, le plan physique, l'émotionnel, forcément, de toute façon, le fait de donner des fleurs de bac va améliorer souvent des problèmes physiques également. Ok. Merci pour cette précision et pour cette question. Ensuite, que dire justement de l'adoption? Ce n'est pas un hasard par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Même si on a l'impression que c'est nous qui choisissons un animal. Enfin, de mon expérience personnelle avec les différents animaux qui sont venus m'accompagner dans ma vie, je dirais c'est pratiquement que des animaux. Enfin, c'est que des animaux de hasard, quoi. C'est eux qui m'ont choisi et qui sont venus, quoi. Mais c'est vrai, je pense que, enfin, à un niveau inconscient, oui, il y a quelque chose qui se passe. Comme on a vu qu'on était plein d'énergie autour de nous, en fait, il y a des
des intrications entre les champs énergétiques et il y a des choses qui se passent dans l'invisible entre l'animal et le gardien dans le cadre de l'adoption, quoi. Est-ce que tu voudrais nous parler des accords Toltec? Alors, je vais partager l'image, mais tu as retranscrit les accords Toltec pour justement les animaux. Oui. Ah, voilà. Et je trouve extraordinaire. J'adore vraiment comment tu as eu cette vision-là. Alors, je vais la partager. Donc, en fait, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc les 4 accords Toltec, c'est un livre qui est assez, on peut dire un best-seller qui a été écrit par un chaman mexicain qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Et donc, dans ce livre, pour résumer, en fait, il présente 4 préceptes de vie qui, si on les appliquait au quotidien et dans tous les domaines, nous permettraient d'être tout un chacun beaucoup plus heureux et épanoui. Et donc, en fait, donc, dans le livre, donc, ces 4 accords Toltec sont les suivants. Donc, que ta parole soit impeccable, pour nous sensibiliser sur le fait que nos mots ont un impact. En fait, nos paroles et nos pensées sont énergie et nos paroles peuvent être guérisseuses comme elles peuvent être destructrices. Le deuxième accord Toltec qui est développé dans ce livre, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, parce que souvent, donc, quand certaines personnes ont vis-à-vis de nous des comportements ou certaines réflexions, on a tendance à prendre ça pour nous et puis à se sentir blessé, vexé, agressé, alors qu'il faut bien en fait avoir conscience que chacun d'entre nous, en fait, du fait de son éducation, de ses expériences de vie, de ses croyances, en fait, a une certaine vision de la réalité qui est en fait totalement différente de son voisin, de la personne en face qui est en train de lui parler. Et du coup, en fait, ce qu'on peut nous dire, en fait, souvent on a tendance à s'identifier à ce qu'on nous dit, alors que en fait, ce qu'on nous dit, c'est juste l'image que se fait la personne en face de nous qui nous dit ces choses et rien d'autre. Le troisième accord Toltec, c'est donc ne pas faire de suppositions. Donc, parce que souvent, c'est vrai qu'avec notre mental, on génère des milliers de pensées chaque jour et c'est vrai qu'on aime bien faire des suppositions et que quand on ne sait pas ce qui se passe, on va imaginer plein de trucs et alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de poser des questions pour savoir exactement ce qui se passe. Et le quatrième accord Toltec, donc, c'est faire toujours de son mieux en étant bienveillant avec soi-même, en sachant que y a des jours où on fait mieux, puis d'autres on fait moins bien et que tout est juste et tout va bien. Et en fait, donc, ces 4 accords Toltec, bon, j'ai lu le bouquin plusieurs fois et il y a quelque temps, en fait, ma formatrice en fleurs de bac m'avait sollicité pour écrire des articles pour sa revue en ligne et j'avais commencé à évidemment écrire quelques articles sur la santé des animaux et les fleurs de bac. Et puis un jour, donc, j'étais en train de relire ce livre et je me suis dit tiens, je vais écrire une série d'articles sur les accords Toltec et pour l'humain, hein, et comment les appliquer plus facilement en s'aidant des fleurs de bac. Et donc, au-delà de ça, en fait, donc, j'ai eu l'idée dernièrement de me dire ce serait bien de sensibiliser un maximum de gardiens au fait que ce serait bien de aussi appliquer ces accords dans la relation avec leurs animaux,
ce qui fait que j'ai un petit peu transposé que ta parole soit impeccable, et donc j'ai mis ta pensée également, dans la mesure où nos animaux sont télépathes et donc ils captent non seulement nos paroles mais aussi nos pensées, et du coup c'est important donc de leur parler avec douceur et de nourrir des pensées positives à leur égard, parce que ce sont des éponges, et donc ils sont forcément impactés par nos paroles et nos pensées, quoi. Ensuite, le deuxième accord, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais j'ai rajouté, donc, si j'ai fait ce que tu considères comme une bêtise, ce n'est pas dans l'intention de te nuire, parce que justement, parfois, il peut arriver sous l'effet de l'émotion, de l'agacement, que si l'animal a eu un comportement indésirable, le gardien puisse avoir tendance à dire que l'animal l'a fait exprès, ou qu'il a fait ça pour se venger, etc., quoi. Et du coup, c'est vraiment important de prendre de la distance, et en fait de prendre conscience que bon, si l'animal a un comportement indésirable, ça traduit un mal-être chez lui, dont il est en fait important de déterminer la cause pour pouvoir l'aider à se sentir mieux. Et du coup, donc le troisième accord, ne fait pas de suppositions, essaie de mieux me connaître et de comprendre les vraies raisons de mon comportement. En fait, c'est que je pense que souvent, bon, nous humains, on a tendance à projeter nos propres émotions sur nos animaux, et parfois on peut avoir une certaine méconnaissance justement de leur spécificité d'espèce, de l'éthologie qui est propre à chaque espèce animale. Et du coup, c'est pour ça que je trouve intéressant, quand il y a un souci de cet ordre-là, de pouvoir faire appel à un communicateur animalier qui va un petit peu détricoter la problématique et apporter au gardien des informations qu'il n'aurait pas forcément pu capter sans cette intervention en communication animale, quoi. Et dernier accord, donc fais toujours de ton mieux. Je reviens donc sur l'importance de respecter les besoins de nos animaux, que ce soit leurs besoins physiologiques comme leurs besoins psychologiques. Ça, c'est Merci pour cette création et cette, voilà, cette explication, parce que c'est vrai que les accords Toltec, je les connaissais. Pareil, j'ai lu le bouquin et je les avais pas, voilà, avoir ce regard transposé sur les animaux qui nous accompagnent, c'est oui, clairement oui, quoi. Et c'est vrai que ça parle, je pense que ça doit parler à beaucoup de gardiens là aussi dans le chat. Et ça permet, tu vois, rien que de prendre du recul, de comprendre, de poser, de pas être trop dans l'émotion, tu vois, quand il se passe quelque chose, s'il déchire le canapé ou s'il y a quelque chose tout de suite. Mais non, en fait, voilà, on repose les choses, on se calme, on réfléchit, on prend du recul, on voit ce qui se passe, voilà, plutôt que tout de suite agir dans le dur, quoi, qu'on pourrait faire. Voilà, ça amène de la sagesse, en fait, et puis dans la relation avec l'animal. Donc, j'ai c'est ça. trouvé vraiment, vraiment, ouais, c'est vraiment pur, ouais. Ouais. Je pense que même si c'est pas toujours évident de les appliquer pour soi-même ou pour nos animaux de compagnie, déjà les avoir validés, et donc ça permet je pense que ça aide, quoi, justement à pas basculer dans l'émotionnel dans certains cas. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est très souvent, c'est pas pour rien, c'est, voilà, on a plein d'exemples, je pense toutes les 3 qui fait: «Oui, il a eu tel comportement, mais c'est parce qu'il voulait passer aussi tel message». Ouais. Voilà, il y avait quelque chose en ce moment qui fait que, donc il y a toujours une raison à tout, en fait. Enfin, il y a une raison à tel ou tel comportement qui est pas habituel, ou, voilà, c'est pas juste pour embêter l'humain. C'est ça. Ça, c'est humain, par contre. Ça, c'est très humain. Alors, je sais pas ce que vous pensez de ces accords dans le chat. Je pense qu'on
on partagera ces accords dans le groupe. Anne-Claire, si tu veux bien faire un petit post pour les gardiens qui n'auraient pas vu le live ou quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir, voilà, que tu peux les partager parce que voilà, c'est une jolie aide. Avec, Comme ça, on peut l'imprimer. Oui, on peut se l'imprimer, mettre devant le frigo ou à un endroit où tu le vois. Tu vois, aux toilettes, par exemple, c'est bête, mais tu as que ça à faire, et ben tu lis tes accords Toltec, ça les ancre. Par exemple. Alors, donc on a des réactions donc de Laurence Pluche. Merci beaucoup, je n'avais pas non plus transposé, même si je suis attentive au bien-être de mes chiens au quotidien. Votre bel éclairage est un rappel très utile. Ouais. Alors, les gardiens, si vous avez des questions, allez-y. D'autres questions à poser à Anne-Claire? On a dépassé les 1 heure. Je vous laisse les mettre dans le chat. Et Anne-Claire, tu voulais nous partager un petit texte, il me semble. Ah, oui, effectivement. Un petit texte cher à mon cœur parce que, en fait, dans ma nouvelle activité, si je devais me qualifier, en fait, je me qualifierais d'écouteuse. J'ai toujours davantage été justement dans l'écoute que dans la parole. Ça transparaît un petit peu ce soir dans ma timidité à m'exprimer. Et donc, je suis plus dans l'écoute. Et donc, dans mon activité, je suis très à l'écoute justement des gardiens qui se confient à moi. Et donc, au cours de ma formation en fleurs de bac, donc j'ai découvert donc ce texte sur l'écoute dont l'auteur est anonyme et que je voulais partager avec vous. Parce que bon, ça s'adresse en fait à tout un chacun, et je pense que si on était justement vraiment plus dans cette écoute attentive de l'autre, la communication se ferait beaucoup mieux entre humains. Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire « Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là ». Écouter, c'est commencer par se taire. Avez-vous remarqué combien les dialogues sont remplis d'expressions de ce genre ? C'est comme moi quand, bien, ça me rappelle ce qui m'est arrivé. Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se laisser transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-mêmes, comme il entrerait dans notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre fauteuil et en prenant ses aises. Écouter, c'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami. Marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir, pour rien, pour lui. Écouter, c'est ne pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre. Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une solution, une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer de nos propres détresses.
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on nous a peut-être encore jamais donné. De l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. C'est devenir poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses. À celui qui sait écouter et donner de ne plus vivre à la surface. Il communie avec la vibration intérieure de tout vivant. Voilà. Merci pour ces beaux mots. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Rien à rajouter. Alors. Laochi Divali, comment se passe une séance? Est-il possible de faire une séance à distance? Ah, Elisabeth, merci, qui pose la question. Est-ce que des animaux peuvent refuser d'être aidés? Alors, donc, en ce qui me concerne, donc, je propose des séances donc, en présentiel dans mon cabinet de soins, mais je fais également pas mal de séances à distance en visio. Et effectivement, de toute façon, bon, l'animal, c'est encore une fois, il a ses propres forces d'auto-guérison. Et en fait, donc, bon, on lui propose et il prend ce qu'il a envie de prendre. Et parfois même, il va pas prendre le jour même et puis ça, il va peut-être le prendre un peu plus tard, quoi. C'est l'animal en fait qui gère sa guérison. En fait, nous les thérapeutes animaliers à travers les soins énergétiques, en fait, on est là pour accompagner, pour soutenir, stimuler les forces d'auto-guérison de l'animal. Mais après, c'est l'animal effectivement qui gère et qui reçoit ou pas en fait. Je pense que l'animal a son libre arbitre lui aussi, quoi. Ok, oui. C'est ce qui est difficile parfois, mais pour le gardien, en fait, c'est que parfois l'animal ne veut pas, mais parce qu'il a aussi cette faculté de se mettre en pause pour laisser faire le corps. Et ça, en ce moment, on l'a vu beaucoup avec Mélanie, le fait de s'arrêter, quoi. L'animal ne mange plus, ne boit presque pas, il se met en pause jusqu'à des fois 10 jours. Et il y a toujours l'inquiétude des gardiens qui sont là, parce que pour nous, enfin, ça fait peur. Et puis, ils se remettent en route. Voilà, petit à petit, il y a toujours du soin, de l'accompagnement, mais voilà, ils se remettent en route, puis après ça repart, et c'est ouais, c'est ce qui est difficile, voilà, pour quelqu'un d'extérieur, de voir ça et de comprendre ça, en fait, par rapport à l'animal. Donc, alors ils ont vraiment adoré ton texte, enfin le texte que tu as lu. Magnifique. J'aimerais le réentendre. Alors, Je pourrais le poster aussi, hein. Donc voilà, beaucoup de remerciements. Merci infiniment pour cette soirée. On a appris énormément de choses grâce à toi, Anne-Claire. Vous pourrez retrouver le site justement d'Anne-Claire dans la description de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pourrez aller voir ses séances, enfin voilà, réserver avec elle. Et puis, voilà, Anne-Claire, je t'invite vraiment, si tu as l'élan, le cœur, à
partager, que ce soit les accords ou d'autres choses que tu fais, des textes, des articles dans le groupe. C'est vraiment avec plaisir. Voilà. Ouais. Qu'on t'invite. Voilà, qu'on t'invite à le faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les amis, pour faire connaître justement Anne-Claire, ce qu'elle pose, enfin, toute sa vision aussi. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime sur YouTube. Ça permet vraiment de faire remonter la vidéo quand il y a des recherches et justement, ben, voilà, de faire connaître ces soirées aussi, les animaux et la santé. Donc voilà, un petit pouce en fin d'émission, ça fait toujours plaisir. Et puis, on va se retrouver le mois prochain avec une petite fée, une petite fée qu'on a rencontrée, Léa, qui va nous parler voilà, d'ostéopathie et de tout ce qu'elle œuvre autour de cette pratique. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour tous ces magnifiques partages et toutes ces belles ressources que tu nous as contées. Et ce magnifique texte. Ouais, merci d'être qui tu es et puis de rayonner toutes ces belles énergies. Et merci pour votre accueil à toutes les deux. C'était un plaisir et j'ai réussi à ne pas être trop intimidée et à être assez en confiance parmi vous. Donc, merci à vous. Donc, c'est vraiment super. Peut-être qu'on aura d'autres émissions ensemble. On pensait notamment sur une spécifique sur les fleurs de Bach. Peut-être pour que tu nous en parles vraiment d'où vient, d'origine, voilà, tout ça. Et puis, pourquoi pas sur l'accompagnement en fin de vie, accompagnement en maladie. Et puis après aussi, suite au décès, je pense que ça pourra aider vraiment énormément de gardiens dans cette démarche, puisqu'on y passe, c'est pas le terme, mais on est tous confrontés à... Oui. On le fera tous, de toute façon, confrontés à cette étape-là. En fait, vraiment, beaucoup de demandes, effectivement, de gens désemparés, que ce soit dans le cadre de la fin de vie de l'animal ou dans le cadre du deuil. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je prends plaisir à faire, quoi, d'accompagner ces êtres humains, parce que en fait, là, j'ai pris conscience que l'humain est un petit animal comme un autre, même s'il est un peu compliqué avec son mental, mais et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être à l'écoute de ces personnes en détresse et de les accompagner du mieux que je peux. C'est sûr, je pense qu'on est, en tant qu'humain, c'est bien d'être accompagné tout du long, dans la mesure où on commence à accueillir un animal chez nous, ensuite soutenir, voilà, avec ces 4 accords Toltec, et puis ensuite, voilà, être prêt pour l'accompagnement de fin de vie, de maladie, de passage. Je pense que c'est vraiment quelque chose voilà, à conscientiser dans la mesure où on accueille, où il y a un animal qui vient dans notre foyer et qu'on va commencer une aventure, en fait, avec lui. Je pense que c'est vraiment un tout, en fait. Alors, vous utilisez le mot gardien. Il est à double sens et sens, il me semble, que vous êtes aussi en contact avec d'autres gardiens. Ah. Sans doute. Il y a des chances. Énergie magique partout. Oui. Merci beaucoup à vous 3 pour permettre cette ouverture d'esprit. C'est avec joie, avec le cœur qu'on fait ça. Ah, vous avez mis en lumière ce que je pensais en silence depuis 40 ans. Magnifique, ces émissions sont faites pour ça aussi.
Bon, les gardiens, les amis, merci pour votre présence. Et puis, eh bien, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres émissions, d'autres vidéos. Et puis dans le groupe, voilà, pareil, vous pourrez revoir les replays des émissions, la parole des animaux aussi. Et puis plein de partages, de nouveaux partages avec les lumières aussi, dont Mélanie, Delphine, Laurine, qui vont partager à partir du 1er mars. Plein de belles capsules pour aider l'humain, aider l'animal et puis aider l'être en fait, qui est incarné dans cette vie. Voilà. Très belle soirée les amis. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. À bientôt.